Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et aussi pour celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, pour rappel, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans. T'es aussi engagée dans la cause des femmes. T'es aussi l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé des femmes, sur la maternité. Tu as écrit un ouvrage pour enfants, une sorte de BD qui s'appelle Tout sur les règles, publié chez Flammarion Jeunesse. Si je parle de cet ouvrage, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est en lien avec les règles et parce que sincèrement, je pense que ce bouquin est super, y compris à l'âge adulte. Et aujourd'hui, on parle de l'endométriose et on est toujours, comme le précédent épisode, en compagnie de Sophia Rakrouki. Salut Sophia. Salut Nina. Sophia, tu es sage-femme, échographiste. Tu travailles depuis 7 ans à l'hôpital Jean Verdier de l'AP-HP. Tu es spécialisée en médecine de la reproduction, en préservation de la fertilité, en échographie gynécologique et en prise en charge de l'endométriose. Sophia, pour quand même celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, et c'est dommage, est-ce que on peut avoir un petit rappel de ce qu'est l'endométriose? L'endométriose, en fait, c'est une maladie qu'on appelle inflammatoire chronique. En fait, c'est quoi? C'est dans l'utérus, tu as la muqueuse. Cette muqueuse qui va être sensible aux hormones, qui va grossir sous l'effet des hormones, et si tu n'es pas enceinte, va s'éliminer tous les mois. Eh bien, en fait, les cellules de cette muqueuse, elles vont se retrouver ailleurs que dans la muqueuse, l'endroit où elles étaient censées être initialement. Et le fait d'être ailleurs, dans le corps, eh bien, elles vont continuer à garder la fonction. C'est-à-dire qu'elles vont encore être sensibles aux hormones, elles vont encore se modifier et saigner. Sauf qu'elles saignent plus dans l'utérus. Elles saignent ailleurs dans le corps. Et ça, le système immunitaire, notre système de défense, va repérer comme quelque chose qui n'est pas normal. Il va vouloir essayer d'attaquer ces petites lésions qui ne sont pas à leur place. Et ça crée des douleurs et ça crée des impacts qui sont importants sur la qualité de vie, sur la fertilité également. Ça crée plein de conséquences qui sont hyper invalidantes. Sophia, on l'a vu justement, en fait c'est très handicapant dans la vie d'une femme et donc on est obligé de se demander mais comment on soigne l'endométriose une fois qu'on sait, on l'a vu, on peut galérer pendant très longtemps à être diagnostiqué de l'endométriose, mais une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on donne aux patientes ? Alors, une fois qu'on le sait ou une fois qu'on le suspecte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de forcément poser un diagnostic, c'est-à-dire que dès qu'on le suspecte, on traite. Sachant qu'aujourd'hui, les traitements, c'est des traitements symptomatiques. Donc, ça paraît encore fou d'avoir du retard de traitement, étant donné que la patiente a des symptômes, traitement symptomatique. Comment on le traite ? On le traite de différentes manières. Tout d'abord, traitement de la douleur. Hyper important. Ce que je disais, c'est que c'est une maladie inflammatoire. Et donc, le traitement de la douleur, c'est les anti-inflammatoires pour diminuer cette réaction du corps face à ces cellules qui ne seraient pas à leur place. Donc, traitement de la douleur, donc anti-inflammatoire pris dès le début. Le gros piège, c'est que très souvent, les patientes, elles me disent « Moi, j'attends d'avoir hyper mal pour prendre mes antidouleurs. » Et ça, c'est le gros piège, parce qu'en fait, si tu prends l'antidouleur dès le début, ça fera effet sur une douleur qui est faible. Et là, tu auras une efficacité hyper importante. Si tu attends d'avoir très mal, en fait, pour avoir la même efficacité, il faudra que tu prennes 3 comprimés, ce que tu feras jamais. Donc, en fait, tu es toujours en train de courir après la douleur. Donc, antidouleur adapté, donc anti-inflammatoire, qu'on peut associer à du paracétamol pour potentialiser les effets, ça ne sera pas du surdosage. Et juste, je me permets, anti-inflammatoire, paracétamol, c'est pas la même chose pour les gens qui n'ont pas du tout fait d'études de médecine. Oui. Anti-inflammatoire, ça va être tout ce qui est en phène, ibuprofène, kétoprophène, ou Antadis également, c'est très connu. Et le paracétamol, non, c'est un autre type. En fait, c'est du même palier, mais ça a un fonctionnement différent. Et vu que la douleur est liée à l'inflammation, ce qui est le plus efficace, c'est forcément les anti-inflammatoires. Et le spasfon dans tout ça ? Alors le spasfon, c'est un antispasmodique, donc ça va aider parce qu'en fait ça, on l'utilise des fois quand les patientes elles veulent accoucher, c'est pas Anna, pour diminuer les contractions, surtout les contractions qui servent pas à grand chose. Oui, enfin c'est pas miraculeux. C'est pas miraculeux, mais en tout cas ça diminue un petit peu la contractilité qui elle en fait se rajouterait à l'inflammation, etc. Donc ça participe. Donc les traitements de la douleur, hyper important. Et d'ailleurs, quand tout ça ne fonctionne plus, parce que ça peut arriver notamment quand on a l'endométriose depuis longtemps, en fait les nerfs, il faut imaginer que une patiente qui dit « Non, mais moi, j'attends d'avoir très mal », c'est pas elle qui a mal, c'est ses nerfs. C'est son système nerveux qu'elle abîme. Parce qu'en fait, elle a conscience, du coup, de ses nerfs qui ont mal chaque mois. Et le problème, c'est qu'en fait, quand vous avez mal tous les mois comme ça, les nerfs vont s'abîmer. Et la patiente risque au bout d'un moment d'avoir mal alors qu'elle ne devrait pas avoir mal, ou de ne pas avoir mal alors qu'elle devrait. Ça reste quand même un signal d'alerte.
Et donc là, on se trouve à avoir des traitements, une prise en charge de la douleur qui est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que nous, on a du mal à maîtriser. Il y a des patientes qui sont sous antiépileptiques, là, en fait. Des patientes qui ont une endométriose ultra sévère, bien évidemment, depuis des années, chez qui elles ont pris pendant des années de l'anti-inflammatoire, etc. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Eh bien, elles vont voir un médecin de la douleur, et ça, on a du mal à le maîtriser. Donc, il faut éviter d'en arriver jusque-là. Et donc, prendre des antidouleurs tôt, c'est hyper important, ça participe. Mais est-ce que ça traite, du coup, un petit peu le fait de prendre des anti-inflammatoires en réduisant l'inflammation? Est-ce qu'on limite l'extension de la maladie ou pas du tout? L'extension, non. D'accord. Par contre, la réaction inflammatoire abîme. Et donc, en diminuant cette inflammation, forcément, on va préserver. Je ne dis pas qu'on va ralentir la progression, pas du tout. Mais en tout cas, ça va contribuer. Donc, on a tout intérêt à prendre ces anti-inflammatoires. On a tout intérêt. Ok. Ensuite, on a la prise en charge hormonale. Juste sur les anti-inflammatoires, si les patientes, en général, te disent « Moi, j'attends d'avoir super mal », quand tu leur dis « Mais pourquoi ?» Qu'est-ce qu'elles répondent? Parce que c'est quand même un truc qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire « Non, mais là, ça va encore, c'est supportable ». Pourquoi on a cette vision-là que prendre trop d'anti-inflammatoires, c'est pas bon, que cumuler les médicaments, c'est pas bon? Enfin, d'où ça vient? Comment elles se justifient auprès de toi? Moi, elles me disent très souvent moi, je prends des médicaments, mieux je me porte. Et il faut savoir que ces patientes aussi, je trouve qu'elles ont un rapport avec la douleur qui est quand même assez particulier. Quand les patientes viennent me voir en consultation, très souvent, moi, elles viennent me voir pour parler de fertilité. Et moi, pour être tout à fait honnête avec toi, quand je les regarde, je suis assez touchée. Parce que moi, la fertilité, en fait, elle me parle de la fertilité. Mais moi, je me dis, c'est presque le cadet de mes soucis. Parce qu'en fait, on n'est pas assez bon en fertilité pour savoir si l'endométriose, elle va l'impacter ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'actuellement, dans son quotidien, ça va pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'en général, ces patientes, elles font des heures pas possibles parce qu'en fait, elles s'écoutent plus, parce qu'elles sont complètement dissociées du corps, parce que leurs rapports sexuels sont douloureux. Moi, ce que je sais, c'est qu'une potentielle peut-être impact sur la fertilité, un facteur de risque augmenté, ce potentiel, face à actuellement, ça va pas du tout en termes de qualité de vie. Et donc, moi, c'est ça que je m'intéresse. Et la fertilité, on verra plus tard. Ça, et il y a une étude qui a montré aussi que ce stress chronique par les douleurs qui sont répétitives, comme ça augmentait les risques de maladies cardiovasculaires. Donc la fertilité, c'est quelque chose, mais moi, ce que je veux, c'est l'instant T, en fait. C'est le vrai, pas la probabilité. Je fais un tout petit rappel juste pour les gens qui ne seraient pas du tout concernés par l'endométriose et qui ne se rendraient pas compte. Un cycle, c'est 28 jours en moyenne. Donc si une femme a des douleurs chroniques, on parle de avoir mal plusieurs jours par mois, tout le temps. Les douleurs chroniques, c'est des douleurs sur du long terme. Ça veut juste te dire ça. Ensuite, tu as des douleurs. Effectivement, on parle de douleurs pelviennes chroniques. Ça veut dire que c'est pas forcément que pendant les règles. Ça, c'est cyclique. Chronique, c'est un peu tout le temps, en fait. Donc, potentiellement, ces femmes-là, elles ont mal un peu tout le temps. Potentiellement, ouais. Notamment celles qui ont des adhérences. Parce qu'en fait, du coup, elles ont mal, quand je disais tout à l'heure, quand il y a tout qui est collé entre eux, en fait, elles ont mal pendant l'ovulation, puis en fait, elles ont mal par rapport au syndrome prémenstruel, par exemple. Elles ont mal un peu tout le temps. Et puis ce qui est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, c'est d'autant plus tragique qu'on voit que c'est des femmes souvent à qui on a dit « mais madame », on leur a sous-entendu que c'était dans la tête, tu vois, qu'il y avait une forme de « oh, mais oui, bon », enfin, tu vois, toujours la minimisation des symptômes, et c'est dans la tête, madame. J'ai beaucoup de patientes qui... C'est terrible. Je dirais pas beaucoup, mais j'ai des patientes quand même, j'ai des exemples où des patientes, en fait, elles ont eu des pneumothorax, sont pas allées à l'hôpital, parce qu'en fait, elles m'ont dit « ça va, ça reste moins pire que des douleurs de règles ». Mais oui, non, mais c'est tragique, le rapport en fait, à la douleur, le rapport à la douleur est hyper... Il est biaisé. Il est complètement biaisé. Terrible. Mais c'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Non, mais je suis d'accord. Et donc, quand tu me disais tout à l'heure pourquoi elles attendent, moi, elles me répondent parce que j'ai pas envie de prendre des médicaments. Ça peut être aussi parce que elles sentent qu'il y a quelque chose qui va pas dans le corps et elles se disent j'ai pas envie de me rajouter quelque chose. Ou ça peut être aussi le rapport à la douleur. C'est multifactoriel. Quoi qu'il en soit, très souvent, on prend les médicaments tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme traitement potentiel que donc les anti-inflammatoires, les antidouleurs? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aider? Bien sûr, les traitements hormonaux. Donc, la pilule, le stérilet aux hormones, c'est de ça dont on parle? Implant, pilule, stérilet aux hormones. Alors en fait, en première intention, moi, je suis pas une fanatique des pilules. Mais je suis pas non plus contre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens pour qui la pilule, elle sera hyper bénéfique. Et d'autres qui la supporteront pas. Et donc en fait, la patiente a le droit d'avoir le choix. Quoi qu'il en soit, moi, je prescris toujours la pilule. En première intention, je le propose. Je dis voilà, je vous propose une pilule parce qu'en fait, il faut imaginer que tu as une inflammation de base. Une femme qui n'a pas d'endométriose, on va dire que son inflammation est à 0. Ok, donc là, tu fais un signe de ligne droite, c'est-à-dire que à 0, pas d'endométriose, ligne droite. Okay. C'est ça. C'est ce que je dessine en général en consultation avec mes patientes. Et cette patiente, en fait, elle a des pics d'inflammation tous les mois. Le fait d'avoir des pics comme ça tous les mois, au bout d'un moment, on a du mal à supporter, en fait. Et le niveau de base commence à remonter. Le fait de prendre la pilule et de couper ses règles, déjà, ça permet de... On n'a pas cette recrudescence de douleur. Chaque mois, déjà, on sent déjà un peu mieux. On a le temps de souffler, parce que souvent, elles ont pas mal que pendant les règles. Elles ont mal un petit peu avant, un petit peu après, donc en fait, elles ont mal
beaucoup de fois dans le mois. Oui, mais alors tu dis c'est donc une amélioration de la qualité de vie, mais est-ce que ça stoppe la progression de la maladie? Les études disent que non. J'ai vu des patientes pour qui la progression de la maladie s'est faite alors qu'elles étaient sous pilule. Il faut se dire que l'endométriose, elle évolue, on a du mal à savoir comment elle évolue. C'est-à-dire qu'il peut se passer rien pendant 3 ans, et puis d'un coup, ça s'aggrave. Dans ma clinique, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, je disais qu'en fait, très souvent, quand tu poses la question aux patientes, il y a un environnement particulier qui fait qu'à un moment donné, ça s'est aggravé. Le fait de ne rien avoir, ça ne veut pas dire que ça va progresser plus vite. Par contre, moi, je pense que quand même, ça ralentit, même si les études ne le disent pas forcément. Parce que quand vous êtes soumis à des douleurs cycliques, quand vos rapports sexuels sont tous douloureux, en fait, l'état émotionnel dans lequel vous êtes et l'état de stress, je pense qu'il va avoir un impact. Ça reste une maladie inflammatoire et on sait que dans l'inflammation, l'état dans lequel on se sent va influencer. Donc, de manière indirecte, je suis persuadée que ça aide. Ça aide maintenant. J'ai dit que l'état émotionnel aidait. Mais si d'un côté, j'enlève les douleurs, mais d'un autre côté, je crée un effet secondaire de la pilule qui est la dépression, l'absence de libido, la patiente se force pour avoir des rapports, du coup, il est où le bon ou le mauvais? La balance bénéfice-risque, elle dépend de chaque patiente. C'est bien de proposer, mais si la patiente me dit franchement non, en fait, je préfère avoir mal tous les mois plutôt que de plus avoir de libido, plutôt que d'être en dépression, je le comprendrai. Je le comprendrai parce que personnellement, moi, c'est ce que ça me fait, la pilule. Et peut-être que je le comprends plus parce que j'ai ça. Et peut-être que d'autres personnes le comprennent moins parce qu'ils n'ont jamais testé la pilule. Il y a une petite anecdote, et j'ai assisté juste après le Covid à une conférence sur Paris pour parler d'endométriose. Et j'ai été frappée par 2 trucs principaux. Le premier, c'est que devant nous, il y avait un ensemble de spécialistes et que des hommes. Et il y avait plein de journalistes, etc. dans la salle. Et il y a quelqu'un qui levait la main et il dit « Vous ne trouvez pas qu'on diagnostique beaucoup trop d'endométriose ?» Et je me disais en fait, c'est normal. En fait, il y a tellement une sous-diagnostic qu'à un moment, peut-être qu'il va y avoir un sur-diagnostic, mais c'est peut-être ce qu'il faut pour équilibrer. Et si on explique ce que c'est l'endométriose, la patiente, elle ne sera pas stressée d'avoir de l'endométriose. Si on prend le temps d'expliquer, de prendre en charge. Et il y a une deuxième chose, c'est quelqu'un qui dit « Mais il suffit de donner la pilule. » Et tout le monde avait « Oui, il suffit de donner la pilule. » En fait, ça m'a choquée, parce que c'était des hommes, en fait. À aucun moment, ils ont pris la pilule dans leur vie et ils ne peuvent pas savoir si ça se tolère ou pas. Donc, tout ça pour dire que les traitements hormonaux, ça aide pour moi. Et moi, je dis que quand on prend les traitements hormonaux à mes patientes, elles ne sont pas condamnées à l'avoir à vie. Elles le prennent, elles soufflent, elles mettent en place une certaine prise en charge du quotidien, alimentaire, sport, et elles recommencent à avoir des rapports sexuels, elles sont apaisées. Et moi, je le fais, et très souvent, j'arrête la pilule. Au bout de 6 mois, et je vois une grande différence. C'est-à-dire qu'elles se sentent beaucoup mieux, parce qu'en fait, elles ont soufflé. Et donc, c'est important aussi de dire que la mise en place d'une pilule, c'est pas quelque chose qui va rester sur du long terme. C'est-à-dire qu'elles peuvent arrêter. La pilule, tu l'arrêtes, tes cycles, ils reprennent 3-4 jours après. Faut pas avoir peur de la pilule, parce qu'à tout moment, il y a une liberté de la pilule de pouvoir l'arrêter. Donc, je pense que ça vaut le coup d'essayer, parce que pour beaucoup de femmes, c'est hyper bien toléré. Moi, j'ai dressé un portrait un peu de la pilule un peu catastrophique, parce que c'est ce que j'ai sur moi, mais pour beaucoup de mes amies et pour beaucoup de mes patientes, c'est quand même hyper bien la pilule. Elles soufflent, et elles sont bien, et elles n'ont pas forcément d'effets secondaires. Donc, je pense que c'est bien de le proposer. Et surtout que les pilules, c'est peut-être important de se dire qu'il y a des pilules qui vont mieux convenir à certaines femmes que d'autres. Et est-ce que ça peut valoir le coup, par exemple, d'essayer différentes pilules? Est-ce que pour les femmes qui ont de l'endométriose, elles ont plusieurs choix? Elles ont plusieurs choix. Alors, en termes de contraception hormonale, déjà, les pilules, tu as les pilules œstroprogestatives et les pilules progestatives, qui sont recommandées en première intention. Les œstroprogestatives, si elles contiennent de l'œstrogène et de la progestérone, c'est celles qu'on prend habituellement 3 semaines et qu'on arrête. Ces pilules-là, on peut les prendre en continu. C'est juste que ça bloque tellement le cycle qu'au bout de 3-4 mois, tu peux avoir des spottings. Et dans ce cas-là, il faudra quand même faire une pause. Mais ça peut se prendre en continu. Et ensuite, tu as les pilules progestatives. Les progestatives, elles, quoi qu'il arrive, elles se prennent en continu. Et il se trouve que dans les nouvelles recommandations, une pilule qui est pas mal, tu as ce qu'on appelle le Genogest. Le Genogest, c'est une molécule qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui est pas mal parce qu'elle a montré dans certaines études qu'elle pouvait diminuer les lésions endométrioses, notamment les kystes ovariens. Et ça, c'est sorti dans les recommandations européennes. Et là, ils sont en train de faire les nouvelles recommandations françaises et ça va être mis. Mais attends, parce que tous les gynécos et les sages-femmes sont pas au courant de ça. Ouais. Parce qu'en fait, la HAS, les dernières recos d'endométriose, c'est 2017 et le Genogest, c'était en deuxième intention. Les recommandations européennes viennent de dire que c'est en première intention au vu des études. Et donc là, la HAS est en train de refaire les recommandations et ça sera remis en première intention. Ok, donc ça, c'est quand même pour les soignants et les soignantes qui nous écoutent. Ouais. Écoutez bien. Genogest, 2 mg par jour, c'est. Voilà. Et donc, c'est hyper important. Après, il y a des patientes qui ne peuvent pas tolérer les œstroprogestatives parce qu'on ne peut pas prendre des œstroprogestatives lorsqu'on a des antécédents dans la famille ou personnel thromboembolique, quand on fume plus de 35 ans, etc. Donc, on ne peut pas donner à tout le monde. Ça, il faut le savoir. L'œstroprogestative ne peut pas être donnée à toutes les femmes. Donc, ça, c'est les pilules. Ensuite, tu as les implants hormonaux et le stérilet hormonal. Attention, seulement le stérilet Mirena, pas les autres. Parce qu'en fait, l'intérêt, quand on a des hormones qui sont quand même synthétiques, c'est qu'on n'ait plus de règles.
Sinon, on prend des hormones pour avoir des règles tous les mois, des cycles qui reprennent. Donc, il faut que ce soit un stérilet qui bloque vraiment. Et que le Mirena. Les deux autres, ils bloquent pas assez. Donc, on se retrouve à avoir et des règles douloureuses et des hormones artificielles. Donc, ça, on évite. Je le dis parce que je le vois souvent. Les patientes pensent qu'en prenant un stérilet hormonal moins dosé, elles auront moins d'effets secondaires. Ça n'a rien à voir, le dosage, sur les effets secondaires. Ça peut être très dosé et avoir aucun effet, et pourtant être microdosé et avoir beaucoup d'effets. Donc, ça, voilà. En tout cas, en traitement hormonaux. Et là, il y a un nouveau traitement qui va sortir. Je pense début 2025, c'est des comprimés, ça s'appelle des antagonistes par voie orale, et ça va sortir en début 2025, et ça va être une autre alternative du Genogest, parce que les patientes qui supporteraient pas le Genogest, ça peut arriver, hein. Chaque patiente est différente, et bien au moins elles auront une autre possibilité, et ça aussi ça peut jouer sur l'endométriose. Est-ce qu'on peut adapter son régime alimentaire? C'est une inflammation. Par exemple, les gens qui sont allergiques au gluten, ça peut être aussi une inflammation. On leur dit, vous arrêtez de manger du gluten parce que c'est hyper inflammatoire. Le lactose, c'est inflammatoire. Enfin, est-ce qu'il faut avoir les mêmes réflexes face à l'endométriose? Est-ce qu'il faut chasser un peu les aliments inflammatoires de son régime? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout à l'heure, je disais que la prise en charge de l'endométriose, c'est une prise en charge qui était globale. Et donc, j'ai parlé des traitements de la douleur, j'ai parlé des traitements hormonaux. Bien évidemment, il y a aussi les traitements chirurgicaux, mais qui, eux, sont en deuxième intention dans des cas particuliers. Ça a été une révolution, d'ailleurs. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais il y a quelques années, on diagnostiquait l'endométriose sur une chirurgie. Et en fait, on a montré dans les études que, du coup, les patientes avaient plusieurs chirurgies dans leur vie, qui, elles-mêmes, ces chirurgies pouvaient altérer la fertilité. Et donc, ça a été une révolution il y a quelques années de passer aux traitements hormonaux en première intention pour pousser la chirurgie au maximum. Le maximum, c'est... Repousser la chirurgie le plus loin possible. Ouais. Tant qu'on est soulagé par les traitements, c'est hyper important. Parce que j'ai des patientes qui ont eu des chirurgies qui n'ont pas du tout été soulagées, voire pire. Et les chirurgies d'endométriose sont très difficiles. D'ailleurs, je tiens à le dire, on ne fait une chirurgie d'endométriose que quand on est une équipe spécialisée, une équipe de référents. Et il n'y en a pas beaucoup. Parce que la chirurgie d'endométriose, c'est une chirurgie qui est hyper difficile. Les organes sont collés entre eux, on risque de léser des organes, on risque de créer plus d'adhérence qu'il y en a déjà. Donc, équipe spécialisée. Donc, antalgique, traitements hormonaux, chirurgie en deuxième intention dans des cas particuliers, alimentation. Alors, l'alimentation joue sur beaucoup de choses. Et évidemment, ça joue sur l'inflammation, donc il vaut mieux des nourritures anti-inflammatoires, ou en tout cas, éviter la nourriture qui provoque de l'inflammation. Et moi, je vais vous dire ce que je dis à mes patientes. Je leur dis encore une fois, moi, je modérais dans mes propos. Pas une fanatique, c'est pas tout ou rien. Je leur dis, je vais vous dire, le gluten, le lactose, les sucres raffinés, les produits transformés sont pro-inflammatoires. Et peut-être que chez toi, ça sera que le lactose et pas le gluten. Peut-être que chez toi, les sucres raffinés, ça te fera rien. Donc en fait, ce que je dis à mes patientes, c'est, je vous dis cette liste. Maintenant, dès que tu vas manger un de ces aliments, tu penseras à moi. Et tu t'écoutes. Est-ce que tu te sens ballonné après? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça, c'est ton corps qui te parle. En fait, il faut apprendre à se reconnecter avec le corps. Et elles me disent, dès que je les ai revues en consultation, dès que je les revois en consultation quelques mois après, elles me disent, en fait, j'ai essayé, tu vois, ce type de gluten-là, je le tolère, mais celui-là, non. Et c'est ça, en fait, parce que, comme je disais, l'état émotionnel, pour moi, est ce qu'il y a de plus important. En tout cas, il est au même niveau que la pilule, et il est au même niveau que les antalgiques. Et quelqu'un qui se restreint, pour moi, en fait, on améliore quelque chose et on réduit quelque chose. Et tout est une question d'équilibre dans la prise en charge de l'endométriose. Est-ce que l'alcool est pro-inflammatoire ou pas? L'alcool est pro-inflammatoire. Le tabac est très, très pro-inflammatoire. Ok. Donc, l'hygiène de vie. Maintenant... À l'inverse, est-ce que l'activité physique peut faire diminuer l'inflammation? Oui. Il y a la sécrétion d'endorphines, donc ça joue aussi sur la douleur. Il y a aussi... dans certaines études, ils ont montré que le yoga et le pilate, notamment, pouvaient aider. Okay. Par le positionnement, par le fait de la souplesse aussi que ça crée dans ces sports-là. Est-ce que tu vois une rééducation du périnée bien conduite où tu revascularises, du coup tu entraînes tes muscles, tu fais du mouvement là-dedans? Est-ce que ça peut faire du bien ou pas du tout? En fait, tout ça contribue. Une rééducation du périnée, je le ferais si une patiente a eu des rapports sexuels douloureux, qui du coup, avec des dyspareunies, donc ce qu'on appelle des douleurs profondes, mais du coup, elle appréhende les rapports sexuels. Donc, ça a créé une douleur à ce rapport sexuel à l'intromission. En fait, le problème avec l'intromission, c'est-à-dire que quand il y a un rapport sexuel, normalement, l'endométriose crée des douleurs profondes. Donc, quand il y a une pénétration profonde. Est-ce qu'on peut vulgariser ce truc? C'est-à-dire quand, désolé pour le terme, mais quand ça tape dans le fond, concrètement. Exactement. À la pénétration, ouais. Ça, c'est des douleurs qui peuvent être symptomatiques de l'endométriose. Et à l'intromission, c'est... À l'entrée. À l'entrée. Sauf que très souvent, les douleurs de l'intromission sont des douleurs psychogènes qui sont liées au fait d'appréhender le rapport sexuel. Et donc, je pense que dans la rééducation du périnée, ça aurait un intérêt dans ce cas-là. Par contre, la kinésithérapie, l'ostéopathie joue beaucoup aussi sur la prise en charge de l'endométriose. Ça fait partie de la prise en charge. La prise en charge, elle est vraiment globale.
Et pourquoi ? Parce que ça recrée aussi du mouvement dans les organes, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ça recrée du mouvement dans les organes. Et en plus, quand tu as mal à un moment donné, de manière réflexe, ton positionnement parfois peut être différent. Tu peux aussi contracter sur d'autres muscles qui font qu'en fait, tu as des douleurs à des endroits, mais en fait, ça vient de quelque chose qui est bloqué, douleur à gauche et bloqué à droite, tu vois. Donc la prise en charge, elle est globale en passant par la douleur, les traitements hormonaux, plus ou moins la chirurgie, la kinésithérapie, la prise en charge aussi par un sexologue aussi, psychologue, hyper important. Parce que comment on se construit en tant qu'adulte lorsque, depuis qu'on est adolescent, on a des douleurs tous les mois ? Le rapport avec le corps qu'on a, en fait, c'est une prise en charge qui est vraiment assez complexe, mais qui fait du bien. Tu sais, souvent, quand les patientes, elles ont eu des maladies hyper graves, qu'elles ont eu, je sais pas moi, une chimio, un cancer et tout ça, elles te disent, maintenant, j'ai repris à prendre soin de moi et à me remettre en avant. Et bien, souvent, l'endométriose, j'ai l'impression que c'est un peu un reset où on se dit, la prise en charge de l'endométriose bien conduite, c'est un peu, OK, qu'est-ce que je peux améliorer là ? Moi, j'ai l'impression que tu parles de personnes dissociées à qui tu dis « réassociez-vous ». Eh oui. Le soin de soi, de toute façon, je pense que c'est important. Mais on est d'accord que du coup, il n'y a aucun traitement curatif à l'heure actuelle. On a entendu parler à un moment de la piste infectieuse, tout ça. Enfin, pour l'instant, il n'y a aucun traitement curatif. Ça n'existe pas. Là, quand je disais les nouvelles études, elles disent que potentiellement, ça serait dû à les cellules de l'endomètre qui seraient malades et qui iraient migrer. Il y a des études qui sont en cours pour savoir si on traiterait cet endomètre malade, si du coup, quand il migrerait pas de la même manière et il s'accrocherait pas. Donc ça, c'est en cours. Mais je peux rien dire parce que c'est encore le tout début. Donc, mais effectivement, il y a une piste sur ça. Et la chirurgie peut être un traitement de l'endométriose, mais l'endométriose, elle va continuer à se disséminer. La chirurgie, elle va enlever, OK, on va dire chirurgie chez un référent, un centre de référence, on enlève toutes les lésions. OK, on l'enlève à l'instant T, mais ensuite, si l'endomètre il est malade, il va recommencer. Mais est-ce que, par exemple, ça peut être comme une maladie de Crohn, c'est-à-dire avec, par exemple, tu as une patiente, elle évolue, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de poussée, enfin, je sais pas comment t'appelles ça, mais et du coup, ça se stabilise et t'es en rémission parce que ça s'est stabilisé, quoi. Mais moi, les patientes, ça évolue pas comme ça. En fait, les patientes, ça a évolué comme ça, par un palier. Ouais. Et ensuite, il se passe rien pendant des années. OK. J'ai une patiente que j'ai vue hier, qui a fait une préservation de fertilité. Elle a congé ses ovules pour une endométriose sévère, profonde, avec des kystes des deux côtés. Elle m'a appelée, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue, et elle m'a dit, voilà, est-ce qu'on pourrait refaire un point ? J'ai un stérilet au cuivre. Moi, outré. Elle me dit, ouais, mais moi, j'ai ce stérilet au cuivre, bizarrement, il me crée pas de douleur. Elle me dit, j'ai pas forcément envie de prendre des hormones, ce que je peux comprendre. On fait une écho, ces kystes, ils ont diminué. C'est incroyable, ça. De moitié. Non, c'est quelque chose qu'en fait, on ne maîtrise pas assez, et du coup, ça peut évoluer en positivement, comme en négativement, et comme ça peut stagner. Et du coup, avoir une pilule ou pas, les patientes, ça me dit, parce que vraiment, la pilule, elle me sert à quelque chose, est-ce qu'elle va diminuer les lésions ? Je fais, je ne sais pas. En tout cas, elle peut ralentir la progression, mais c'est pas parce que vous n'avez pas de pilule que ça va progresser. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, on connaît finalement assez mal cette maladie encore et que peut-être qu'il y a plein de progrès qui vont être faits dans les prochaines années ? Exactement. Il y a eu un plan en février 2022, le plan de stratégie de lutte contre l'endométriose avec des millions qui ont été mis sur la recherche. Les axes du plan, je crois qu'il y en a 5, c'est sensibilisation de la population générale. Il faut que les patientes consultent très tôt. Sensibilisation des professionnels de santé, évidemment, parce qu'il faut que quelqu'un puisse écouter en face. Il y a améliorer le diagnostic. Tout à l'heure, on parlait du test. Alors, le test, il doit être fait dans ce cas-là. En fait, je pense que c'est la médiatisation et certaines personnalités qui, peut-être, ont transformé. Mais à la base, c'est quelque chose qui est bien, en fait, ce test. Mais il doit rester à sa place. Et s'il a été retardé, c'est qu'il doit être testé sur plein de patientes encore pour pouvoir être remboursé par les Là, on sécu. parle du test salivaire dont on a parlé dans le précédent épisode. Le test, exactement, l'endotest. Ensuite, un autre axe, c'est la recherche. Vous n'êtes pas scandalisés, vous, de savoir que l'Institut Pasteur, c'est lui qui a fait les vaccins et qu'on n'a même pas eu de vaccin pour le Covid. Tellement que la recherche, elle n'est pas développée en France en termes de financement. Ah bon, non, mais ne me parle pas de ça. Et en fait, et du coup, ça peut pas évoluer comme ça. Bah non. Et donc, il faut mettre de l'argent et c'est ce qui a été fait. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas pour la recherche. Au moment où on tourne cet épisode, il tourne depuis quelques temps des vidéos sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un député LFI qui voudrait créer un congé, enfin en tout cas qui fait une proposition de loi pour un congé menstruel, c'est-à-dire donner des jours de congé aux femmes qui ont des règles douloureuses. Je sais pas, Sophia et Anna, si vous avez vu ces vidéos, mais ce qu'il a fait, ce député, avec une association, c'est qu'il a testé un simulateur de règles. Moi je vais crier Oh, stop. Oh, ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est chiant. Tu consens à ce que je t'enfile de manière temporaire de la douleur ? Oui, allez. Pas de souci. Oui. Alors, mesdames, messieurs, en France, 15,5 millions de personnes. Entre 13 et 50 en même temps. Ah, stop. Ah la vache. C'est lourd. Waouh. Ah, putain. Ça fait super mal en fait.
En tout cas, il l'a fait essayer à d'autres députés à qui il invite évidemment de voter pour sa loi. Donc là, on parle de Louis Boyard, qui est un député LFI. Ce que je trouve incroyable dans ces différentes vidéos qui sont hyper populaires sur les réseaux sociaux comme TikTok, c'est que tout d'un coup, ce sont des hommes qui se mettent à avoir des douleurs, mais pendant 1 minute, 2 minutes. Et ils sont au bout de leur vie, ils sont incapables de faire quoi que ce soit en même temps. J'ai 2 questions. Qu'est-ce que ça nous dit, selon toi, déjà, ça? C'est-à-dire que tout d'un coup, un homme teste une douleur de règles pas chronique et il en peut plus. Je trouve ça assez représentatif quand même de la manière dont on traite la douleur des femmes. Il y a une étude qui a été faite là pour la pilule chez les hommes. Ils ont arrêté parce qu'ils avaient des migraines. Je pense que nous, on n'aurait pas pilule aujourd'hui, du coup. Enfin, bref. On écoute moins bien la parole des femmes, clairement. Donc, je pense qu'il y a de ça. On fait plus attention. En tout cas, nous, on est capable de résister à beaucoup plus de douleurs. On est capable d'accepter beaucoup plus de choses. On est capable de... donc ça, oui, ça contribue. Et je pense que c'est représentatif un petit peu. Mon autre question, c'est est-ce que ça peut faire partie des traitements, en fait, d'instaurer un congé menstruel, des traitements, en tout cas du faisceau de soins qu'on met autour de l'endométriose, c'est-à-dire de dire, mais en fait, quand vous avez mal, on vous arrête. Ça n'est pas partie, je pense, du parcours de soins, ça n'est pas partie de la prise en charge de l'endométriose, je pense. Par contre, les études ont montré qu'une patiente qui avait une endométriose a coûté 1 000 € à la société juste par très peu, à cause des traitements, des échographies, etc., mais surtout au manque de productivité. 1 000 € tous les combien? Par an. Ok. Chaque patiente qui a de l'endométriose. Ça va. C'est ouais, mais du coup, ça correspond à des milliards quand même. Ok. Du coup, chaque patiente, elle est moins productive. Donc, j'ai envie de dire, autant qu'elle soit peut-être à la maison, et ça fera partie du bien-être global et de sa santé mentale. Donc, pourquoi pas? Anna, tu voulais réagir à cette vidéo? Oui, parce que moi, ça me hérisse un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu des retombées médiatiques énormes parce qu'un député fait ça. Alors que les sages-femmes, il y a certaines sages-femmes, certains médecins qui crient dans le désert depuis 10 ans. Enfin, moi, ça fait 10 ans, 8 ans que j'en parle sur le plateau des maternelles. Jamais eu ces retombées médiatiques. Et je pense qu'en fait, c'est juste parce que des hommes l'ouvrent sur ce sujet. Donc, ok, c'est très amusant, tout le monde rigole, mais au fond, ça dit quand même que moi, ça me... Ça fait 8 ans que je dis ça, que je crie ça partout, dans les livres, dans partout. Et là, je vois qu'il y a un type qui fait le mariole devant une caméra et tout le monde en parle, quoi. Bon, il y a de quoi, voilà. Parce qu'en plus, des patients qui crient dans le désert, qui disent « mais j'ai mal », et on dit « c'est normal d'avoir mal pendant les règles », lui, il est là, sur 2 secondes, et tout le monde est là « oh mon Dieu, c'est incroyable ce qui se passe ». Et deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que heureusement que les hommes n'accouchent pas. Non, mais parce que là, à l'accouchement, à côté de... Enfin, je veux dire, c'est délirant. Mais ça dit aussi quel est le niveau de douleur que supportent les femmes. Moi, ça me fait encore plus de peine, je trouve ça tragique quelque part. En fait, ça dit aussi, du coup, tout ce qu'on a dit dans ces 2 épisodes, c'est-à-dire que ce qui complexifie peut-être le diagnostic d'endométriose, c'est que les femmes sont habituées à la douleur, ou une partie des femmes. C'est l'absence de considération de la douleur des femmes, tout simplement. Voilà. Ouais, elle a mal, bon, c'est chochotte, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a plein de pathologies comme ça. Moi, pendant 8 ans, on me disait que j'avais rien, que j'étais folle. En fait, j'avais des varices pelviennes, donc des varices dans le petit bassin, qui me faisaient extrêmement mal. Il a fallu que je voie un spécialiste qui me le trouve. Mais pendant 8 ans, je passais pour une demi-folle. Mais vraiment, et des potes gynéco, des potes sages-femmes que j'aime beaucoup, qui soi-disant m'estimaient, qui étaient là à l'hypocondriaque de service, elle nous fait chier, quoi. Non, en fait, j'avais vraiment des varices pelviennes, et le spécialiste en question m'a dit « putain, mais ça doit te faire un mal de chien, elles sont complètement... Enfin, tu dois avoir horriblement mal. » Oui, ça fait 8 ans que je le dis, purée. Donc ça rend fou, quoi. Ouais, ça rend Parce fou. qu'il n'y avait pas d'endométriose, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de ceci, et c'était dans ma tête. Alors je suis sage-femme, nom d'un chien. Donc c'était pas dans ta tête. Mais non, c'était mes putains de varices pelviennes. Ça rend fou, hein. Ça rend fou. Donc s'il vous plaît, si vous avez mal, si vous êtes une personne menstruée, si vous souffrez pendant vos règles, si vous souffrez pendant les rapports sexuels, si vous avez de la douleur, si vous avez un doute, allez consulter. Vous arrêtez pas à la première personne qui vous dira que c'est dans votre tête. Essayez de persévérer si vous en avez le courage. Ce dont on s'est rendu compte avec toi, Sophia, c'est qu'on peut mettre des choses en place. Certes, il n'y a pas de traitement, de cure. On peut, de manière très complexe, supprimer l'endométriose, mais on peut atténuer les symptômes, on peut atténuer la douleur. Donc, ne restez pas dans votre coin. Et surtout, vous deux, Anna Roy, Sophia Rakrouki, merci beaucoup infiniment d'être venue et de nous avoir donné tous ces conseils, de nous avoir donné tous ces renseignements. Je te laisse rappeler ton compte Instagram plutôt. C'est Ma Fertilitime. Ma Fertilitime, évidemment, on le mettra en description. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'association de patientes Endo-France qui vous donnera des informations sur l'endométriose si besoin. Merci et à la semaine prochaine.
C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde, et à la vidéo Emma Razafi Maefa.